Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce que le modèle hyperconvergé et comment évoluer notre data center au fil de ces 20 dernières années. Dans un premier temps, nous allons voir quels sont les composants basiques d'une infrastructure. Ensuite, on va faire un petit peu d'histoire, on va revisiter un petit peu ce qui s'est passé, puisque nous allons voir les data centers au niveau de l'Antiquité, au niveau du Moyen-Âge, au niveau de la Renaissance et au niveau du monde moderne. Donc je vous rassure, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et à la Renaissance, il n'y avait pas de data center, c'est juste une image. Quels sont les composants basiques d'une infrastructure? Premier composant, le compute, donc tout ce qui permet d'exécuter l'application, donc on va parler de ressources en processeur et de ressources mémoire. Deuxième composant, c'est le networking, donc le réseau. C'est ce qui va permettre aux applications de communiquer entre elles. Donc là, je vais parler vraiment de tout ce qui est lié au réseau, donc comme les switches, que ce soit virtuels ou physiques, les cartes réseau, toujours virtuelles ou physiques, des load balancers, des firewalls, des routeurs, toute la chaîne qui permet aux applications de communiquer. On a ensuite toute la partie storage qui va nous permettre de stocker les données des applications. Donc ce sont souvent des équipements réseau tels des NAS, des SAN et bientôt, donc on va le voir avec le modèle hyperconvergé, des serveurs classiques. Donc nous allons voir dans les prochains slides comment ont un peu évolué ces différentes ressources de base, comment elles se sont rapprochées, comment elles se sont éloignées. Donc c'est le but des prochains slides. Donc il y a fort longtemps, en Antiquité, les premiers data centers, il n'y avait pas de virtualisation. Donc on avait une application et un serveur physique, ou alors on installait plusieurs serveurs physiques pour une application lorsqu'elles avaient besoin d'être clusterisées. Donc on avait une faible consolidation puisqu'on n'installait qu'une seule application pour éviter les problèmes entre les applicatifs, donc notamment on peut penser aujourd'hui avec les .NET, les problèmes de versionning. Donc on n'installait qu'une seule application par serveur. Au niveau du réseau, on dédiait généralement une carte réseau à un flux, puisqu'on faisait pas de convergence au niveau du réseau, donc on déployait plein de cartes réseau au niveau du serveur, donc deux pour un flux généralement pour la haute disponibilité, donc vous voyez que on peut vite avoir un nombre de cartes réseau assez élevé. Donc on va multiplier en plus les équipements réseau, parce que plus il y a de cartes réseau, et plus il y a besoin de switch, puisque bon, actuellement on arrive à avoir des switches de 48-64 ports. Vous imaginez si vous déployez plein de serveurs à 8 cartes réseau, ça fait pas beaucoup de serveurs par switch, même à 64 ports. Et enfin, au niveau du stockage, les applications qui n'étaient pas en disponibilité ont utilisé le stockage interne du serveur, et les applications à haute disponibilité ont utilisé des équipements de type NAS ou SAN. Donc voici un petit peu l'image que j'ai de ce data center. Donc on peut en retrouver encore des comme ça, ça existe encore, ça devient de plus en plus rare. Mais voilà à peu près donc l'image que j'ai, c'est-à-dire un nombre incalculable d'équipements réseau et donc du coup un nombre incalculable de câbles, enfin un vrai bazar quoi. Si je représente ça avec un schéma, voici un petit peu la représentation. Donc on a des serveurs, donc en bleu par exemple, ceux qui sont tout en bleu, c'est une application qui est clusterisée, donc où le stockage appartient donc à un SAN ou à un NAS, et on a une application sur un serveur non clusterisé, donc tout seul, pas en haute disponibilité, à côté. Donc on peut voir que l'infra devient vite complexe parce qu'à chaque application, on va rajouter un nouveau serveur. Physique, je parle. Donc au niveau évolutivité, on repassera évidemment, puisqu'à chaque fois qu'il faut une nouvelle application, il faut déployer un serveur physique, donc ça veut dire qu'il faut le racker dans le data center, il faut le câbler, il faut l'installer, enfin voilà, l'inverse de ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Au niveau consolidation, c'est pas terrible non plus, puisqu'on va avoir une application par serveur, voire donc une application tous les deux serveurs, puisque si on veut une application clusterisée. Au niveau des coûts, ils sont assez élevés, puisqu'on va déployer un serveur à chaque applicatif. Et au niveau de l'automatisation et du management, c'est pas terrible non plus, puisqu'il est assez compliqué d'automatiser le rackage des serveurs dans le data center, et surtout il est un petit peu compliqué d'automatiser l'installation de beaucoup de serveurs physiques, puisque les modèles évoluent avec le temps. Donc le maintien en condition opérationnelle est assez complexe, puisqu'on va se retrouver avec des milliers de serveurs physiques, donc avec des drivers différents, avec des rackages différents, beaucoup de câbles, donc plus il y a de matériel, plus il y a de panne évidemment. On va avoir un coût élevé en matériel, comme je disais avant, et on va surtout avoir aucune flexibilité, puisqu'à chaque fois qu'on veut déployer une application, il faut un nouveau serveur, et donc du coup, on peut pas déployer comme on le ferait avec des machines virtuelles à la volée. Maintenant, on va passer au data center moyenâgeux, donc on a un petit peu évolué.
Ce coup-ci, on va faire appel à la virtualisation. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs applications dans quelques serveurs physiques. Donc, ce qu'on va faire dans ces data centers, on va acheter des gros serveurs avec beaucoup de mémoire, avec beaucoup de CPU, et dedans, on va déployer des systèmes d'exploitation qui sont isolés entre eux grâce à la virtualisation, et donc grâce à des coquilles qu'on appelle des machines virtuelles. Au niveau du réseau, on a toujours un bazar, hein, puisqu'on va continuer à dédier un flux à une carte réseau, donc on va toujours multiplier les équipements réseau, et on va encore plus multiplier le nombre de cartes réseau nécessaires sur ces gros serveurs physiques, puisqu'il y a beaucoup d'applications sur ce serveur, donc beaucoup de machines virtuelles, et donc il y a beaucoup de flux différents à gérer sur une seule machine. Au niveau du stockage, puisqu'on a besoin de haute disponibilité et de pouvoir déplacer les machines virtuelles dans les membres du cluster, on va faire appel à des solutions de type SAN ou NAS, donc dans les grosses infrastructures plutôt du SAN, donc pour avoir accès à un stockage partagé. L'inconvénient du SAN, c'est que c'est assez complexe et c'est assez difficile à faire évoluer, comme on va le voir juste après. Donc voici la représentation que j'ai de ce data center, hein. Donc une personne un peu plus tranquille, un peu moins de câbles, un peu plus rangé et avec un peu plus de consolidation puisqu'on a moins de serveurs. Au niveau de la représentation visuelle, donc voici à quoi ça ressemble. Donc en bleu, on va retrouver des hyperviseurs, hein, qui ont beaucoup de câbles réseau branchés sur chacun d'entre eux, puisqu'il y a beaucoup d'applications qui sont reliées au réseau. Et on va avoir en jaune un stockage partagé, donc de type SAN. Et au niveau du réseau, donc on peut voir une multiplication encore des équipements réseau nécessaires. Donc au niveau de l'évolutivité, donc on a gagné, puisque maintenant quand on déploie un serveur physique, on va pouvoir héberger beaucoup plus d'applications. Au niveau de la consolidation, on a fortement gagné, puisque maintenant on va pouvoir consommer beaucoup plus les ressources disponibles sur le serveur physique. On économise aussi un peu d'argent, puisque avec un seul serveur physique, on va pouvoir héberger plusieurs applicatifs. Et surtout, on va pouvoir automatiser, puisque les machines virtuelles sont des coquilles qui sont facilement déployables et facilement automatisables. Donc on va mutualiser les serveurs pour plusieurs applications, donc ça c'est bien. On va avoir un fort taux de consolidation. On va par contre avoir une évolutivité complexe, puisque imaginez que par exemple sur le schéma qui est à gauche, qu'on ait un SAN et qu'on ait prévu d'avoir 15 000 IOPS sur ce SAN. Donc on va avoir approximativement 5000 IOPS par hyperviseur. Si maintenant je veux rajouter de la puissance de calcul, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un hyperviseur. Et ce qui va se passer mathématiquement, c'est que mes 15 000, maintenant, je vais les diviser par 4. Et donc je vais avoir moins d'IOPS disponibles par serveur physique. Donc pour arriver à suivre un petit peu ces performances, il va falloir aussi que je rajoute du stockage. L'autre problème qu'il y a lorsqu'on veut rajouter des serveurs, c'est au niveau de la chaîne de compatibilité au niveau des firmware. Le serveur que je vais rajouter, je vais peut-être le rajouter 3 ans après mon infrastructure que j'ai déployée. Donc il va falloir que je vérifie que le firmware de ma carte HBA, donc au niveau de la carte SAN, soit compatible avec les switches fabriques, donc les switches SAN, et avec le SAN lui-même, avec les contrôleurs. Si ce n'est pas le cas, il va falloir en plus que je mette à jour ma carte HBA sur mon serveur physique. Il va falloir que je vérifie que la mise à jour n'impacte pas non plus les autres serveurs. Ça peut impacter les autres serveurs, donc du coup il va peut-être falloir aussi que je mette à jour les cartes HBA des autres serveurs. Donc on peut voir qu'un SAN c'est assez complexe à faire évoluer, et notamment une infrastructure basée sur du SAN. On va aussi avoir un coût élevé en matériel, notamment au niveau du SAN, puisque un SAN, si on prend un SAN pour, on va dire, beaucoup de demandes, on va avoir le SAN, les switches fabriques, donc les switches optiques, on va avoir les fibres optiques, on va avoir les SFP, on va avoir les cartes HBA, on va avoir plein de matériel qui coûte assez cher. Suite à tout ça, on est passé au data center de la Renaissance. On a commencé à vouloir converger les flux, à vouloir faire du logiciel à la place du stockage. Donc, on va continuer à utiliser la virtualisation pour nous permettre d'héberger plusieurs applications dans un seul serveur physique. Cette fois-ci, on va faire appel à ce qu'on appelle la convergence de réseau. On va mettre plusieurs flux dans quelques cartes réseau. Donc, ça veut dire que, par exemple, je vais installer 4 cartes réseau par serveur, et dans ces 4 cartes réseau par serveur, je vais faire passer tous les flux. Donc, ceci est possible notamment grâce à la bande passante qui a évolué sur le réseau. Maintenant, on a accès à du 10 Go, du 25 Go, du 50 Go, même du 100 Go au niveau du réseau. Et donc, ça facilite un petit peu le fait de pouvoir faire passer tous ces flux
sur quelques cartes réseau. Donc grâce à la diminution des cartes réseau, on va aussi diminuer les équipements physiques, puisque maintenant si on se retrouve avec seulement par exemple 4 cartes réseau par serveur physique, on a plus de ports disponibles sur les switches. Au niveau du stockage, on va avoir plusieurs applications, donc on va avoir besoin toujours d'un stockage partagé, mais ce coup-ci, au lieu d'utiliser par exemple du stockage matériel, donc basé sur du SAN ou du NAS, on va plutôt essayer de faire appel à du stockage logiciel, donc comme on avait avec Windows Server 2012 R2 avec les Storage Spaces. On va donc avoir une simplification de la couche stockage, puisque c'est du logiciel, c'est plus simple à gérer. Donc, par exemple, ce sont des partages SMB, donc des partages réseau, c'est assez facile à gérer. Par contre, on va toujours avoir l'évolutivité limitée, puisque le stockage est partagé. Donc voici un petit peu l'image que j'ai encore, hein. Donc une personne encore plus aisée qui arrive à changer un petit peu le matériel à la volée pendant que le matériel tourne. Donc on peut voir par rapport à la première image avec le câble réseau partout, c'est un petit peu évolué. Au niveau du schéma logique de la solution, donc voici ce qu'on a. On va avoir en bleu donc nos hyperviseurs, avec, vous voyez, beaucoup moins de câbles réseau, donc de flux, enfin de cartes réseau qui sont déployés par serveur. On va avoir par exemple 2 cartes réseau en jaune ou en orange, ça dépend si on voit mal comme moi, pour le stockage, et on va avoir les 2 cartes réseau violettes pour les flux DVM et pour le flux de management. Donc on ne se retrouve plus qu'avec 4 cartes réseau par hyperviseur, plus la 5e par exemple pour l'interface de management via ILO, Hydrac ou autre carte de BMC. Au niveau du stockage, on va s'appuyer sur des serveurs physiques avec Windows Server 2012 ou 2012 R2 installés, et on va déployer des BJBOD partagés entre les différents nœuds. Donc pour ceux qui connaissent pas, les BJBOD, on va s'imaginer que c'est une grosse boîte en chaussures en ferraille où on a branché plein de disques physiques dedans et qui sont directement disponibles dans chacun des nœuds via l'interface SAS. On a toujours le même problème que le SAN traditionnel, puisque lorsque je vais rajouter un hyperviseur, je vais encore diviser mes IEPS entre les différents hyperviseurs. Donc il va peut-être falloir que je rajoute du stockage lorsque je vais rajouter les hyperviseurs. Par contre, je n'ai plus besoin de gérer les firmware des cartes HBA, puisqu'on se base sur du logiciel, et dans ce cas précis, sur du SMB. Donc, au niveau évolutivité, on a gagné, puisque maintenant on est capable de déployer la solution de stockage de manière scriptée, puisque c'est du logiciel, et dans ce cas-là, c'est du Windows Server, donc via PowerShell par exemple. En consolidation, on n'a pas gagné, hein, c'est toujours pareil que la solution moyenâgeuse, hein, c'est grâce à la virtualisation. Au niveau des coûts non plus, on n'a pas gagné, hein, parce que les BJBOD avec tous les disques nécessaires, ça coûte à peu près le même prix que du SAN, à ce que j'ai remarqué. Par contre, on a gagné en automatisation et en management, puisque c'est que du Windows Server, donc ça va être que du PowerShell, et les personnes qui font du système vont aussi pouvoir s'occuper du stockage, puisque la couche stockage est simplifiée. On va pouvoir faire donc la mutualisation de serveurs, donc notamment grâce à la virtualisation. On va avoir un fort taux de consolidation toujours grâce à la virtualisation. On va pouvoir mieux automatiser, puisque maintenant la couche stockage est basée sur du système d'exploitation Windows Server. On va pouvoir mutualiser les ressources, notamment les ressources réseau, grâce à la convergence de réseau. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, je fais tout passer sur le réseau Ethernet, et après on gère tout ça avec de la QoS. Enfin, on arrive au mode moderne, hein, donc vous l'attendiez tous, hein, donc on va parler du modèle hyperconvergé. Donc on va toujours s'appuyer sur de la virtualisation, mais ce coup-ci, donc vous voyez le carré gris, j'ai mutualisé le compute et le stockage, puisque maintenant les nœuds de compute sont mutualisés et vont aussi faire contrôleur de stockage. Donc les stockages et les nœuds de compute sont mutualisés. On va avoir plusieurs applications sur quelques serveurs physiques. On va avoir une consolidation élevée grâce à la virtualisation, et surtout on va avoir une solution souple, flexible et hautement automatisable, notamment puisque maintenant un nœud fait à la fois office de stockage et office de compute. Donc à chaque fois que vous allez rajouter un nœud, vous allez rajouter toutes les ressources. Et donc vous allez pouvoir suivre plus facilement la montée en charge de votre infrastructure. C'est hautement automatisable puisque tout est sur les mêmes nœuds et surtout tout est basé sur du système d'exploitation. Donc là notamment sur du Windows Server 2016. Et j'ai marqué Cloud Ready, notamment puisque c'est facile de provisionner des nœuds ou de le déprovisionner en fonction de la demande. Et c'est ce qui est fourni donc par les solutions de cloud. Au niveau du réseau, on va avoir toujours plusieurs flux avec quelques cartes réseau, mais on va encore pouvoir diminuer encore plus les équipements à réseau, puisque maintenant nous allons pouvoir converger les flux de stockage
et les flux de management et des VM ensemble. Et donc, on va pouvoir se retrouver avec des serveurs, par exemple, avec seulement 2 cartes réseau. Par contre, 2 grosses cartes réseau. Donc, par exemple, des 10 Go ou des 25 Go. Donc, on va pouvoir converger tous les flux. Sur la droite, vous pouvez retrouver un modèle fourni par HP de solutions hyper convergées. Donc, vous voyez, par exemple, dans un châssis 2U, on va retrouver 4 serveurs qui partagent 2 alimentations. Et donc, on va avoir des solutions quand même qui sont très denses, puisque sur une B, je sais pas moi, 12U, vous pourrez mettre 6 châssis comme ça. Et donc, si on fait 6 x 4, ça fait 24 serveurs dans 12U, par exemple. Donc, c'est quand même assez sympa. Au niveau du schéma logique, ça va être très simple. On va avoir, par exemple ici, 3 serveurs qui font à la fois office d'hyperviseur et de stockage. On va avoir 2 cartes réseau où tous les flux sont convergés. Et lorsqu'on a besoin de ressources, on rajoute un serveur entier et ça rajoute à la fois du stockage et de la ressource de calcul, donc du CPU et de la RAM. Donc en évolutivité, donc là on peut pas faire mieux, hein, on est vraiment au taquet. Comme je l'ai dit, hein, vous rajoutez un serveur, vous rajoutez tout. Au niveau de la consolidation aussi, c'est bien puisque vous allez pouvoir même consolider vos serveurs physiques puisqu'ils font tout, ils font du stockage et du calcul. Au niveau des coûts, on y gagne un petit peu. Donc par contre, il faut vraiment négocier avec les fabricants. J'arrive à monter des belles solutions à 100 000 euros à 3-4 nœuds. Ça concurrence pas mal les SAN où le prix d'entrée est généralement quand même aux alentours des 100 000 euros aussi en prix public. Au niveau automatisation, on a fortement gagné aussi puisque toutes les ressources sont sur les mêmes nœuds. Et donc du coup, on peut vraiment tout automatiser pour le déploiement. Donc on va faire une mutualisation forte des serveurs. On va avoir un fort taux de consolidation puisque maintenant on consolide à la fois au niveau de l'hyperviseur des VM, mais aussi à la fois du stockage. On va avoir un faible encombrement dans le data center, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, par exemple avec les châssis HP où il y a 4 nœuds dans 2U, ou alors sur des serveurs, on va dire pizza classique 2U, vous allez en déployer plusieurs, mais vous n'aurez pas la partie SAN à gérer, qui prend facilement une dizaine de U entre les switches SAN et la place que prend les racks du SAN. Et surtout, la solution elle est prête pour le cloud, puisque vous pouvez suivre très facilement la montée en charge de votre infrastructure. La solution elle est très évolutive et très flexible, hein, comme on peut le voir. Hein, donc, vous rajoutez un serveur, vous rajoutez tout. Flexible dans le sens que vous pouvez suivre très facilement la montée en charge, notamment puisque si vous avez besoin de plus de machines virtuelles avec beaucoup plus de stockage, vous rajoutez un simple nœud et c'est fini. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les avantages et les contraintes du modèle hyperconvergé. Merci.